Et je trouve que sur ce cycle-là, il y a eu énormément de pièges. C'est-à-dire que l'évidence, le consensus, le grid était systématiquement pris à revers par un drop et l'hyper-pessimisme très rapidement pris à revers par un méga pump. C'est complètement... c'est assez fou, en fait. Finalement, limite, c'est intéressant de regarder les consensus et de regarder ce qui devrait logiquement se passer si on répète des données passées, puis de se mettre à l'envers, en fait, au final. À un moment donné, je t'avoue que quand je fais les analyses techniques là, sur Cryptost, je regardais les poursuivants, ils étaient plus très loin. Hein. Le XRP était quasiment à 50 milliards de flip l'Ether. T'imagines le truc? XRP qui flippe l'Ether, quoi. On a attendu pendant des années qu'Ethereum flippe Bitcoin et maintenant c'est très très loin et tu te poses la question si c'est pas XRP qui va flipper Ethereum, quoi. Alors, il y a eu des corrections violentes en 2016, mais si vous le regardez bien, le cycle se termine, bon, enfin, si tout va bien, la dernière année qui suit le halving, eh bien, regardez bien, il était passé de 2000 $ à 20 000, en fait, entre avril-mai et décembre, et il avait fait un finish entre septembre et décembre. En fait, l'essentiel de la hausse, c'était entre septembre et décembre. Donc effectivement, c'est vrai que si on continue de coller, on n'a pas une corrélation de 1 pour 1, mais a priori, c'est le cycle auquel on ressemble le plus. On peut se dire que là, Bitcoin, pour aller chercher 120, 130K d'ici début juillet, faire une correction d'été, et puis et bien le terminer en fin d'année avec des fondamentaux qui seraient meilleurs. Voilà, c'est celui ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le ratio entre ce qu'on appelle Others. Donc Others, c'est toutes les alts qui vont au-delà de la 11e place en termes de market cap. Donc c'est la market cap 11, la market cap 12, 13, etc. Donc on enlève les 10 premières. Donc c'est vraiment, voilà, on dégage les majeurs et on a ce que j'appelle moi la profondeur des alts. C'est ce qu'en général, c'est ce qui avait fait vibrer les investisseurs au cycle précédent. Et malheureusement, sur ce cycle-là, ce sont elles qui ont causé beaucoup de pertes, sauf sur ceux qui ont eu l'intelligence le nez pour TP au bon moment. Mais j'ai une figure un peu de l'espoir. Alors là, j'exagère un peu le trait, hein, parce que là, j'imagine qu'il y avait un wedge, mais je ne crois pas du tout dans ça, bien sûr. Je ne crois pas du tout dans une eau volée comme entre janvier 2021 et janvier 2022. Le monde était différent. Les taux obligataires étaient à 0, voire négatifs. Là, on parle de la crise de la dette US. Les taux obligataires sont à 5%. Le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, ils sont à 5%. On ne parle plus de baisse de taux avant la rentrée. Donc, ici, c'était un monde qui était complètement différent dans le rapport à la dette, dans le rapport au taux d'intérêt, dans le rapport au financement, dans le rapport au coût de l'argent. Mais là, on a une structure, je trouve, une compression qui est intéressante. D'ailleurs, on voit bien les mini-saisons des alts qu'on a eues. Ici, vous avez eu la saison des alts de juin 2023 à mars 2024. Donc, vous avez eu un rebond du ratio Others sur Bitcoin, en fait, qui est le ratio altcoin sur Bitcoin. Si le ratio remonte, c'est que le numérateur fait mieux que le dénominateur, donc que les alts font mieux que Bitcoin. Ensuite, vous avez eu une mini-saison des alts, c'était en novembre dernier avec l'élection de Trump. Ça a duré 4 semaines. Moi, le premier, tout le monde pensait que ça y est, on repartait. Il y avait une micro-div et tout. Et en fait, boum. Et là, tout le monde s'est fait rincer, du moins 95%. Enfin, ceux qui étaient exposés dans les alts. Et là, on revient. Et ça, c'est une trendline que je surveillais depuis un certain temps, que j'ai chopé en échelle arithmétique. Et je trouve intéressant qu'on se pose dessus. On a une longue divergence. On a une compression. Et je me dis que si graphiquement, on devait sortir par le haut de ça, je vise absolument pas ça, mais on pourrait au moins revenir chercher cette zone, ce qui pourrait nous donner une mini-saison des alts, peut-être comme on a eu en novembre dernier. Donc ça, c'est ce qui peut nous donner de l'espoir graphiquement pour les alts en juin. Alors là, je montre le graphique que tout le monde connaît et qui a été, comment il s'appelle, c'est un mec qui s'appelle Colin Talks Crypto, rendons à César ce qui est à César, et qui a beaucoup travaillé ce sujet sur YouTube. C'est un YouTuber, je ne sais pas s'il est anglais ou américain. Et le mec a énormément travaillé, c'est un graphique qu'on connaît tous maintenant, la corrélation positive entre la liquidité mondiale et le cours du BTC, avec un décalage temporel. Donc là, tout le monde peut s'étonner, qu'est-ce que c'est que cette courbe qui est dans le futur, une courbe magique que copie-collerait Bitcoin. Non, ça, c'est pas une courbe qui est dans le futur, ce sont des données passées qu'on a simplement, on a effectué une translation de 80 jours dans le futur. Pourquoi 80 jours? A priori, c'est là où on retrouve sur ce cycle-là le coefficient de corrélation linéaire qui tend le plus vers 1, mais il n'est pas égal à 1, hein, il doit être de 0,80 quelque chose. Et ce qui est complètement bluffant, tôt ou tard, cette corrélation va arrêter, ou elle sera moins prononcée. Mais ce qui est complètement dingue, en fait, c'est que cette corrélation-là, elle fonctionne vraiment bien, et que la cassure
du record historique des 108 000, 109 000 $, d'un point de vue temporel, correspond bien à cette projection de 80 jours. Donc, cette courbe orange, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein. C'est la masse monétaire mondiale dans sa partie la plus liquide. L'agrégat monétaire M2, en gros, tu prends les comptes courants de toute une nation et tu prends tous ces comptes épargne les plus liquides. C'est-à-dire que tu te connectes à ton compte en ligne, ta banque en ligne, et tu peux tout de suite te faire un virement sans condition de ton compte épargne vers ton compte courant. Le livret A, le compte sur livret, pour prendre l'exemple de la France. Et donc, toutes ces données-là, il y a des points communs. L'épargne liquide, il y a des points communs de pays en pays. Tu fais l'addition de tout ça, ça te calcule une masse monétaire, et là qu'on appelle M2. Tout ce qu'il y a au-dessus de M2, c'est ce qui est moins liquide. C'est des comptes bloqués, des comptes sous condition, des comptes où tu as une certaine échéance pour libérer le cash, etc. Et lorsque tu fais la somme des M2, donc par exemple le M2 de la Chine, tu le convertis en dollars, bref, tu convertis tout en dollars, ça te donne un M2 mondial. Et donc il se trouve que empiriquement, on constate qu'il faut un certain nombre de jours pour que cette liquidité disponible vienne se déverser sur l'actif risqué par excellence, qui est le BTC. Il y a des moments où ça se décorrèle, hein, je veux dire. Là, c'est particulièrement propre. Tu as des phases ici où c'était pas en corrélation. Mais quand même, au-delà de cette corrélation jour par jour, c'est pas magique, hein, et ça fonctionnera pas éternellement. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. Et ce qu'on savait, c'est que cette liquidité mondiale, eh bien, depuis maintenant plusieurs semaines, avait fait un record historique. Son record historique était ici. Et donc, je projette de 80 jours. Et ça, si la corrélation continuait, ça te donnait un nouveau record historique pour Bitcoin, eh bien là, fin mai. Donc ça, c'est assez bluffant. Et si ça se poursuit, ça veut dire qu'on pourrait poursuivre le pump jusqu'à la mi-juillet avant d'entrer en range. Donc, s'il devait y avoir une fenêtre de tir pour que les alts commencent à faire quelque chose, ça pourrait être entre début juin et début juillet. Donc, on retrouverait ce délai de 4-5 semaines qui rappellerait un peu le mois de novembre dernier, quoi. Regarde cette pureté, cette précision de l'application du système Ishimoku au ratio Bitcoin-Gold. Le principe d'un ratio, si la courbe est haussière, le numérateur surperforme et inversement. Et depuis le début du cycle, tous les signaux de l'Ishimoku ont agi à quelques points près à la perfection, systématiquement. Et là, en plus, on avait, c'était début avril, un double support, un bas de canal. Et en gros, ce que ça nous dit, c'est que ce ratio peut aller chercher cette zone-là. Et aller chercher cette zone-là, c'est non seulement bullish pour Bitcoin, mais ça veut dire que Bitcoin fera mieux que le gold. Donc, par rapport à tous les thèmes d'inquiétude fondamentale du moment où on peut se poser la question, mais est-ce que vraiment ça va aller à 120, 130, l'inflation, la guerre commerciale, la guerre en Ukraine, la dette américaine, etc. Ce graphique est plutôt en train de nous dire que Bitcoin peut avoir son côté, justement, je n'irai pas jusqu'à dire actif refuge, hein, parce que ça pique un peu et que je vais me prendre une baffe, mais actif de diversification, ce graphique va dans ce sens-là. Et ces capitaux qui sont dans le gold aujourd'hui, si jamais le gold commence à vraiment retracer, ils vont bien devoir aller quelque part. Et en partie, ils vont sûrement aller dans le dollar, hein, mais il est probable que si le cadre est propice aux actifs risqués, qu'ils aillent dans des actifs risqués. Et l'arbitrage, à ce moment-là, pourra se faire en partie sur les cryptos. Donc nous verrons où ça nous mène. Mais c'est vrai que le Bitcoin a quand même le vent dans le dos. Bien sûr, comme tu l'avais dit en introduction, bien plus que les alts, de manière générale. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est institutionnalisé. Les alts ne le sont pas encore. Je regardais l'Ether par rapport aux ETF, et c'est vrai qu'on n'a pas encore d'arrivée massive de capitaux sur l'Ether dans les ETF, contrairement à BTC qui a encore pris 630 millions hier au niveau de ses ETF, donc en dollars, je parle. Ce qui fait que, effectivement, l'avenir est beau. Et je m'interroge depuis plusieurs semaines maintenant sur pourquoi le shift dans l'écosystème n'a pas été fait par rapport aux gens qui sont encore convaincus que c'est une bonne idée d'aller en grande majorité dans les alts. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que seule une alt peut te faire du x50 ou du x100 l'espace de 3 mois. Donc, c'est le fait que la plupart des détenteurs de comptes de trading crypto le sont pour la rapidité du gain, des multiples x10, x20, x30.
et que cette proportion de day traders actifs étant supérieure à la proportion d'investisseurs, c'est ça, en fait, je pense, l'explication. Je pense qu'ils sont même pas dans un raisonnement Bitcoin par rapport aux alts, etc. Tu vois, ils viennent chercher du delta rapide, et voilà. Et puis surtout, j'ai envie de dire, tu vois, si tu trouves un intérêt à AV, faire du prêt-emprunt, ou je prends AV parce que c'est un des plus gros protocoles, hein, mais ça peut être n'importe quel, bah, tu peux dire, OK, je vais l'utiliser, mais à quel moment, pourquoi est-ce que je vais acheter du token? Est-ce que j'ai un intérêt vraiment en tant qu'utilisateur à acheter le token de la plateforme que j'utilise? Pas forcément. Donc, et surtout, on voit avec toutes les allocations, la centralisation des tokens, des DAO qui sont au final pas très décentralisés, on peut avoir pas mal de protocoles comme ça qui sont très utilisés, qui font beaucoup de revenus, mais le token ne performe pas plus que ça, parce que il n'y a pas d'intérêt pour le token, alors qu'il y en a un pour stablecoin. Ouais. Ça, c'est sûr, sur le plan des fondamentaux, on peut se poser la question. Après, sur le plan du trading ou de l'investisseur, ça peut être aussi simplement une belle configuration graphique. Tu vois, tu as une belle zone d'accumulation, tu reconnais ta pattern, tu sais que le machin va sortir par le haut, tu as envie d'y aller et tu y vas, quoi. Mais effectivement, moi, j'en ai eu un moment du AAV, mais alors, je savais ce que c'était qu'AAV, ok, très bien, tu te dis belle boîte, etc., ok, champion français, mais c'est d'abord un beau graphique, quoi. Et t'es rassuré de savoir que derrière, il y a une vraie boîte qui fait du chiffre, mais je pense qu'il y a vraiment l'intérêt graphique et trading, hein, qui fait que les capitaux viennent parfois. Toute cette régulation, en fait, c'est une des causes premières pour laquelle on a tous ces kidnappings. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que tu fais ce lien, d'où ça sort? En fait, c'est parce que quand on crée quand on collecte des données, quand une entreprise comme une plateforme d'échange collecte des données, ce qu'elle crée, en fait, c'est juste un serveur vulnérable avec toutes vos données sensibles dessus. Et si quelqu'un met la main dessus, en fait, il peut tout simplement avoir toutes les informations qui sont toutes vos informations personnelles. On l'a vu cette semaine, l'exemple parfait avec l'affût de données chez Coinbase. Et il me semble que sur cette histoire, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais c'est une personne en interne qui a vendu des données sur le dark web, ou je ne sais pas quelle personne, pour se faire de l'argent tout simplement. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a actuellement avec cette législation, parce qu'en fait, elle oblige les entreprises, comme Coinbase, toutes les plateformes d'échange, à collecter des données, et ça crée ce qu'on appelle un honeypot, donc en gros un pot de miel, avec toutes les informations qui, elles, sont du pain béni pour les criminels. Et ouais, il y a Ardès qui parle des ETF. Bah ouais, en fait, ça devient un peu cocasse. Au final, si tu détiens du BTC via des ETF, tu es peut-être un peu plus protégé parce que c'est pas les mêmes restrictions, il n'y a pas la même collecte de données. Donc, il y a peut-être un dernier sujet que j'aurais voulu voir. Je sais pas si tu avais encore le schéma, le graphique là, de l'état d'avancement des réserves stratégiques de Bitcoin par les États. Donc oui, ça avait été accepté en Arizona et à New Hampshire. Donc, dès maintenant, ces États-là peuvent constituer des réserves stratégiques en BTC. Après, il faut voir dans les détails, peut-être qu'il y en a certains qui autorisent aussi d'autres crypto-monnaies, mais à partir d'un certain market cap. Ouais, il y a Youssef Damani qui nous demande ce qu'on pense de FET. Moi, je pense que quand Tao est FET, bah, tu choisis Tao. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Mais non, il n'y a pas eu plus de questions que ça. Donc, ouais, je pense qu'on peut clôturer. On peut se donner rendez-vous du coup la semaine prochaine, puisque on sera le 29 mai la semaine prochaine. Et donc, on vous retrouvera avec plaisir. Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao, ciao.